Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors malheureusement, on ne peut pas se voir au collège, hein. Pour l'instant les 4e et les 3e ne sont pas autorisés à revenir au collège, à reprendre l'école. Donc on va continuer les cours à distance comme ça. Alors avant de commencer, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet aujourd'hui, on va faire quelques petites révisions quand même. On a été sur le thème énergie et ses conversions et on avait vu l'énergie cinétique en premier, d'accord? Donc, si vous ne vous rappelez plus, si vous voulez avoir des précisions supplémentaires, je vous conseille de revoir les vidéos précédentes parce que là, je vais aller quand même assez vite dans les révisions, d'accord? Comme vous avez déjà le cours sur YouTube, vous pouvez aller le revoir, il n'y a pas de problème, normalement les vidéos sont toujours là. Donc n'hésitez pas à aller les revoir si vous avez si vous avez oublié certaines choses. N'hésitez pas à poser des questions non plus, hein. Sur Pronote, j'y réponds, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, du coup, on va commencer. Donc déjà l'énergie, je vous rappelle ce que c'est rapidement, l'énergie. Ce qu'on appelle l'énergie, c'est simplement la capacité d'un objet à agir sur lui-même ou à agir sur son environnement, sur d'autres objets. D'accord? Qu'est-ce qu'on entend par agir sur lui-même ou sur un autre corps? Ça veut dire que il peut changer de forme, ou il peut changer de trajectoire, de vitesse, de position, d'état électrique, de température, de pression, etc. D'accord? Donc si jamais il modifie ses caractéristiques, ou s'il modifie les caractéristiques d'un autre objet, ou de son environnement, alors cela veut dire qu'il possédait de l'énergie. D'accord? Donc première forme d'énergie qu'on avait vue, c'était l'énergie cinétique. Avec, vous vous rappelez, les crash tests de voitures, hein. On avait regardé une vidéo où on avait la même voiture, enfin le même type de voiture qui se crachait contre un obstacle solide, et en fonction de sa vitesse on voyait que la collision était plus ou moins importante et que les dégâts sur la voiture étaient plus ou moins importants. D'accord? Donc on avait vu que ces dégâts là, c'est une modification, hein, ça rentre dans la définition de l'énergie qu'on a vu plus tôt ici, c'est une modification sur lui-même, hein, sur la voiture elle-même. Donc s'il y a une modification de forme de la voiture ici, hein, lors de la collision, c'est qu'elle possédait l'énergie. Donc cette énergie-là, on avait vu qu'elle était dépendante de la vitesse. Plus le véhicule va vite et plus il possède d'énergie, et donc plus il se déforme lorsqu'il va rentrer dans un obstacle. Mais cette énergie dépendait aussi de la masse. D'accord? Je vous rappelle ici la petite... on avait vu une petite vidéo avec des youtubeurs qui lançaient des balles en haut d'une tour, et en fonction de la masse de la balle, le rebond sur le trampoline qui était au sol était plus ou moins grand, et ça déformait plus ou moins la toile du trampoline en fonction de la masse. D'accord? Donc voilà, donc ça c'était un petit peu le schéma qui résumait la vidéo qu'on avait vue. Plus la masse est grande, plus la profondeur ici du trampoline va être grande. D'accord? Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qu'on avait vu, qu'est-ce qu'on avait retenu? On avait retenu ça sur l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, si on veut la calculer, on utilise la formule suivante. EC, donc pour énergie cinétique, est égal à 1,5 multiplié par M multiplié par V au carré. D'accord? Où M, je les zoome un petit peu. Voilà. Où petit m c'est la masse de l'objet, d'accord, et petit v c'est la vitesse de l'objet, d'accord. Donc la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Attention, la vitesse, on avait vu qu'elle était au carré. Dans la formule de l'énergie cinétique, la vitesse en fait elle compte 2 fois. La vitesse est beaucoup plus importante que la masse de l'objet lorsqu'on veut calculer son énergie cinétique, d'accord. Et l'énergie cinétique est donnée en joules ici. Donc l'énergie cinétique d'un objet est proportionnelle à la masse de cet objet et à la vitesse au carré de cet objet. Là, je vous rappelle, vitesse au carré, ça veut dire qu'on multiplie la vitesse par la vitesse. Il y a 2 fois la vitesse quand on met v au carré, d'accord? Voilà. Après ça, on avait fait quelques petits exercices rapides qu'on avait corrigés d'ailleurs. Hop, voilà, c'est ça. Donc les exercices à gauche, la correction envers à droite, avec des calculs d'énergie cinétique à chaque fois. Donc reprenez ces petits exercices là si vous vous rappelez plus de comment est-ce qu'on calcule l'énergie cinétique. Reprenez la vidéo précédente. Et voilà. Et on s'était arrêté du coup ici à une deuxième forme d'énergie. Donc grand 2, l'énergie potentielle de position. Ça normalement vous l'avez écrit dans votre cahier. Et l'activité qui va nous concerner aujourd'hui, c'est simplement une boule de bowling qu'on lâche depuis une certaine hauteur. D'accord? Donc on avait vu une vidéo où cet homme là, Stanford, je crois qu'il s'appelle,
c'est un youtubeur qui lâche du coup une boule de bowling à différentes hauteurs, d'accord, et en fonction de la hauteur, cette boule de bowling va atterrir sur le trampoline et va déformer plus ou moins le trampoline, d'accord. Plus il lâche la boule de bowling de haut, et plus le trampoline va se déformer au moment de l'impact avec la boule de bowling, d'accord. Voilà. Donc, rapidement, objectif de l'activité, c'était faire le lien entre énergie potentielle de position et énergie cinétique. L'énergie potentielle de position, c'est l'énergie que possède un objet du fait de son altitude, du fait de sa hauteur. D'accord. Tout objet qui est à une certaine hauteur possède une énergie potentielle de position. Potentielle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est potentiellement libérable par l'objet qui la possède. Voilà, c'est un peu compliqué dit comme ça. Par exemple, quand on dit qu'un jeune footballeur a un certain potentiel, ça veut dire qu'on repère chez lui qu'il a un certain talent et qu'il va pouvoir le développer au cours du temps. D'accord. Pour l'énergie, c'est un peu pareil. Quand on dit qu'une énergie est potentielle, ça veut dire qu'il possède cette énergie-là, mais qu'il ne la libère pas encore. Il peut potentiellement la libérer plus tard. D'accord. Donc une énergie potentielle de position, c'est une énergie que possède un objet en hauteur, mais qui ne la libère pas encore, en fait. D'accord. Et l'énergie, l'énergie cinétique, on a déjà vu. Alors, donc, lorsque Stanford lâche la boule de bowling d'une hauteur de 19,6 mètres, elle met 2 secondes pour atteindre le trampoline. La vitesse de la boule au moment de l'impact est de 19,6 mètres par seconde. On rappelle la formule de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de position. Donc, l'énergie cinétique, on l'a déjà vu, c'est 1,5 fois m fois v au carré. Et l'énergie potentielle de position, EP, c'est m fois g fois h, où m, c'est la masse de la boule de bowling, enfin de l'objet. Petit g, vous l'avez déjà vu, c'est le petit g de la gravité, c'est l'intensité de la gravité. Donc ici, comme on fait l'expérience sur Terre, ça va être la gravité sur la Terre, donc ça va être égal à 9,8, d'accord, newton par kilogramme. Et h, c'est la hauteur depuis laquelle l'objet est lâché. C'est la hauteur à laquelle l'objet se trouve, d'accord. Donc vous avez ici le résumé de l'expérience. Donc, je vais zoomer encore, on voit tout, voilà. Donc la boule de bowling, c'est écrit ici en haut en noir là, elle pèse, enfin sa masse est de 7 kg, d'accord, ça c'est sa masse, et Stanford la lâche d'ici. Donc vous voyez, il est à 19,6 mètres, représenté par cette double flèche là, ici là, h, hauteur égale 19,6 mètres. Donc il va lâcher la boule de bowling de 19,6 mètres. Bien entendu, alors là vous voyez les petits points noirs représentent la position de la boule au cours de son mouvement, d'accord. Les chiffres ici représentent aussi les positions en fait. Lorsqu'il est, enfin le chiffre 1 représente la position numéro 1 de la boule, le chiffre 2 représente la position 2, le 3 la position 3 de la boule, etc. etc. D'accord. Et lorsque la boule de bowling entre en contact avec le trampoline, elle a une vitesse de 19,6 mètres par seconde. D'accord. Voilà. Une vitesse instantanée de 19,6 mètres par seconde. Voilà pour la présentation de l'activité, de l'expérience. Voilà. Donc on va passer aux questions. Donc il faut compléter le tableau suivant. Donc le tableau suivant, je vais revenir dessus rapidement. Vous l'avez déjà expliqué dans la vidéo précédente. Donc on a plusieurs colonnes, on a plusieurs lignes. La première ligne représente la position de la boule avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme je l'ai dit, qui représente ces chiffres-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, c'est pas très compliqué. Deuxième ligne, c'est l'énergie cinétique de la boule lorsqu'elle est en position 1, position 2, position 3, position 4, 5 et 6. Troisième ligne, c'est l'énergie potentielle de position, toujours en fonction de la position de la boule. Donc position 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dernière ligne, c'est l'addition de l'énergie cinétique de la boule et de l'énergie potentielle de la boule. D'accord. On fait la somme des deux. On fait la deuxième ligne plus la troisième ligne et ça nous donne la quatrième ligne. Donc toujours pour la position 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord. Donc il faut compléter le tableau suivant. Donc c'est pas très compliqué. On voit qu'il y a déjà des cases de rempli. Et on peut commencer par exemple par on peut commencer par n'importe quelle case en fait. D'accord. On va commencer par la case numéro 1. Alors, on va calculer l'énergie cinétique de la boule en position 1, c'est-à-dire avant que Stanford ne lâche la boule. Et on voit que sa vitesse de la boule est égale à 0 mètres par seconde. D'accord. Donc c'est pas très compliqué. Si la vitesse en position 1 est égale à 0 mètres par seconde, on peut faire le calcul de l'énergie cinétique en position 1 avec bien entendu
la formule. Alors, hop. Donc correction. Question 1. On calcule l'énergie cinétique de la boule en position 1. 2 points. Donc pour faire ça, on utilise la formule énergie cinétique est égale à 1/2 fois m, la masse de la boule, fois v carré, la vitesse de la boule au carré. En position 1, bien entendu, hein, d'accord. On prend la masse de la boule en position 1 et la vitesse de la boule, pardon, en position 1, d'accord. Donc on remplace par des chiffres. Donc c'est égal à 1/2 multiplié par la masse de la boule en position 1. De toute façon, ce sera toujours la même masse, hein, qu'elle soit en position 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe. Elle ne va pas changer de masse, la boule en tombant. C'est 7 kg. Donc multiplié par 7 kg, je vais laisser les unités. Multiplié par la vitesse de la boule en position 1, on l'a vu juste avant, c'était 0 mètres par seconde. D'accord. 0, n'oubliez pas le carré. Mètres par seconde. D'accord. Enfin, c'est 0 mètres par seconde au carré. Bon, bref. Voilà, d'accord. Donc, c'est très facile ici, on n'a même pas besoin de prendre ma calculatrice. EC est égal à 0. 0 joules. Parce que bien entendu, quand on multiplie dans un calcul mathématique où il n'y a que des multiplications avec un 0 ici, forcément le résultat final est égal à 0. Donc l'énergie cinétique de la boule en position 1 est égale à 0 joules. On peut calculer du coup l'énergie potentielle de la boule en position 1. Donc on calcule l'énergie potentielle de la boule en position 1. 2 points. Donc toujours hein, position 1. Donc EP, donc la formule de l'énergie potentielle de position. Ah tiens, j'ai oublié d'écrire là, tiens d'ailleurs, c'est énergie potentielle de position, pardon. De position de la boule. Donc la formule, on l'a vu un peu plus haut, je vous la remontre rapidement. Hop, elle est là. Énergie potentielle est égale à m fois g fois h. D'accord. Donc on utilise cette formule-là pour calculer l'énergie potentielle de position. Ok. Donc m fois g fois h. La masse de la boule n'a pas changé, c'est toujours 7 kg. Le petit g de la gravité, on l'a dit tout à l'heure, comme on est sur Terre, ça vaut 9,8 newtons par kilogramme. Et on multiplie par la hauteur de la boule au moment où il la lâche, c'est-à-dire en position 1, qui est égale à 19,6 mètres. D'accord. On fait le calcul. Et en faisant le calcul, on trouve un résultat égal à 1344,56 joules. 1344,56 joules. D'accord. Voilà. Et ensuite, il nous reste à calculer la dernière ligne, c'est-à-dire l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc ben, c'est facile, hein. On calcule l'énergie, la somme EP plus EC, 2 points, donc EP plus EC est égal à 1344,56 plus 0, et donc c'est égal à 1344,56 joules. Voilà, d'accord. Donc c'est pas très compliqué. On peut prendre du coup la feuille et on peut compléter avec directement sur le tableau. Donc on avait dit pour l'énergie cinétique en position 1, on l'a calculée ici, elle vaut 0 joules. D'accord, donc on peut écrire 0 joules.
Ensuite, pour l'énergie potentielle de position, on l'a calculé ici, ça vaut 1344,56 joules. Donc 1344,56. J'avais déjà écrit joule ici en fait, donc c'est pas la peine que je rajoute un J. Et EC plus EP, c'est pareil, c'est 1344,56. Ok. Ensuite, lorsqu'on se trouve en position 2, là c'est beaucoup plus facile que précédemment. Là on a juste à faire l'opération EC plus EP. D'accord. Donc 94,24 plus 1250,32. Et quand vous faites l'addition des deux, on trouve 1344,56. D'accord. Ici pour la position 3, il nous manque l'énergie potentielle de position. Mais on sait que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de position vaut 1344,56. D'accord. Et on connaît l'énergie cinétique. On connaît EC 224,66 joules. Là c'est facile de trouver l'énergie potentielle de position. On a juste à faire une soustraction en fait. D'accord. Pour trouver l'énergie potentielle de position, c'est l'énergie potentielle de position plus l'énergie potentielle de position plus l'énergie cinétique moins l'énergie cinétique. Et on retrouve l'énergie potentielle de position. D'accord. Donc si on fait ce calcul-là, je vais l'écrire très rapidement ici pour que tout le monde comprenne bien. Donc pour la position 3, deux points. Donc on sait que le point EC plus EP est égal à 1344,56 joules. Et on sait que le point EC est égal à 224,66 joules. D'accord. On connaît EC plus EP, on connaît EC, donc forcément on peut trouver EP ici. C'est simplement le total ici, moins celui-là, qui est ici. D'accord. Donc, EP est égal à EC plus EP moins EC. D'accord. C'est tout ça, moins ça. Donc EP est égal à 1344,56 moins 224,66. Et là on trouve EP est égal à 1119 ,9 joules. D'accord. Voilà pour la position 3. Donc on a dit 1119,9. Ok. C'est pareil pour la position 4, sauf que cette fois-ci c'est EC qu'on cherche. D'accord. Donc on va faire celui-là moins celui-là. Ok. Et si on fait ça, on trouve 468,78. Voilà. Ici c'est facile. On fait celui-là plus celui-là et on trouve 1344,56 joules. Et enfin en position 6, on connaît rien, mais on a assez d'informations comme pour la position 1 pour déterminer les trois cases. D'accord. Donc on va le faire tout de suite rapidement. Donc pour la position 6, on regarde bien la position 6, c'est ici, c'est au moment de l'impact entre la boule de bowling et le trampoline. On connaît la vitesse de la boule de bowling, 19,6 mètres par seconde, et on connaît bien entendu la hauteur par rapport au trampoline. Forcément ici c'est 0. La boule de bowling, comme elle touche le trampoline, elle est à 0 en hauteur. D'accord. Donc pour la position 6, hop, pour la position 6. Bon, c'est pas grave. Alors, pour la position 6, on calcule l'énergie cinétique, de la boule de bowling.
D'accord, donc ça, on a une formule, c'est toujours la même. Énergie cinétique est égale à 1,5 fois la masse de la boule de bowling fois la vitesse au carré. D'accord? Donc on remplace par les chiffres. Énergie cinétique est égale à 1,5 multiplié par la masse de la boule, ça change pas, c'est 7 kg, multiplié par la vitesse, ici, on le voit bien sur l'image, c'est 19,6 mètres par seconde au carré. N'oubliez pas le carré. Si vous oubliez le carré, je le répéterai jamais assez, hein, si vous oubliez le carré, votre calcul sera faux. Le résultat sera faux. Donc EC est égal à... Donc si vous faites le calcul correctement, en n'oubliant pas le carré, on trouve 1344,56 joules. D'accord? Et on calcule l'énergie potentielle de position aussi. Donc on calcule l'énergie potentielle de position. Deux points. Donc EP est égal à M fois G fois H. On remplace 7 kg multiplié par 9,8 newton par kilogramme multiplié par la hauteur. Ici on avait dit que c'était 0 mètre. Hein, comme la boule de bowling rentre en contact avec le trampoline, elle est à 0 mètre d'altitude. Enfin de hauteur en tout cas, pardon. Donc EP, si vous faites ce calcul là, vous trouvez bien entendu 0 joule. Parce qu'on a un 0 ici dans la multiplication. Donc multiplié par 0, ça revient à trouver 0 ici. Ok? Voilà. Et bien entendu, nous avons donc deux points, EP plus EC, qui est égal à 0 plus 1344,56. Donc ça c'est égal à 1344,56 joules. Voilà. D'accord? Donc on peut reprendre ici la feuille à compléter. En énergie cinétique, on avait 1344,56. Et énergie potentielle de position 0, énergie cinétique plus énergie potentielle de position 1344,56 joules. Voilà. D'accord? Donc c'était pas très compliqué, hein, ce petit exercice, un peu long peut-être, mais il n'était pas très compliqué. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Question 2, qu'est-ce qu'on remarque concernant... Hop. Qu'est-ce qu'on remarque? Attendez que je me remette bien. Voilà. Que remarque-t-on concernant la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de position? Donc là on parle de la dernière ligne du tableau. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on remarque lorsqu'on regarde la dernière ligne du tableau? On remarque que c'est toujours le même résultat. D'accord? C'est toujours le même résultat, on trouve toujours 1344,56. Quelle que soit la position de la boule de bowling, quelle que soit la hauteur de la boule de bowling, on voit que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de position est toujours égale à 1344,56. Ça ne change pas. D'accord? Donc maintenant, il faut compléter le texte à trous ci-dessous avec les mots de vocabulaire qu'on nous donne. D'accord? Je vais changer un peu la luminosité parce que je trouve qu'on voit plus très bien. Peut-être un peu mieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, donc on va compléter les pointillés avec les mots de vocabulaire. Donc, première ligne. Lors de la chute libre de la boule, son diminue car son altitude d'accord? Donc là, c'est facile de répondre à la deuxième partie de la phrase. Son altitude, on voit que lors de la chute de la boule, son altitude diminue. D'accord, hein? C'est celui-là qu'il faut prendre. Son altitude diminue. Enfin, j'aurais plutôt dû écrire hauteur en fait. C'est pas très grave. Son altitude diminue. Enfin, vous pouvez corriger ici, vous pouvez changer altitude par hauteur. Voilà. La différence entre altitude et hauteur, altitude
on prend l'origine au niveau de la mer, le 0 mètre on est au niveau de la mer, alors que la hauteur, le 0 mètre se trouve au niveau du sol, directement en dessous de l'objet, d'accord. Donc là, comme on n'est pas au niveau de la mer, on est au niveau du trampoline, bah, on ne devrait pas parler d'altitude, on devrait parler de hauteur par rapport au trampoline, d'accord. Donc, lors de la chute libre de la boule, diminue car sa hauteur diminue. Donc là, on a le choix entre énergie potentielle de position, énergie cinétique. Et après, constante, augmente, diminue, convertit. Bon, si on utilise constante, augmente, diminue, convertit, ça n'a aucun sens dans la phrase. Donc il faut choisir soit entre énergie potentielle de position, soit énergie cinétique. Or, on voit que lors de la chute libre, c'est-à-dire lorsqu'on passe de position 1, 2, à 2, 3, à 3, 4, à 4, 5, à 5, 6, on voit que l'énergie qui diminue, c'est l'énergie potentielle de position. D'accord ? On part de 1344,56 en position 1, puis en fonction de la chute, au fur et à mesure de la chute, on voit que cette énergie de position, elle diminue pour arriver jusqu'à 0. Donc ici, c'est bien son énergie potentielle de position qui diminue. Donc son énergie potentielle de position. Voilà, d'accord. Elle est peu à peu en qui car sa vitesse bon, voilà. Il y a beaucoup de pointillés et il n'y a pas beaucoup de mots de vocabulaire. Bref. Donc, elle est peu à peu. Donc on a le choix entre énergie potentielle et énergie cinétique. Bon, là, ces deux-là, si on les utilise ici, la phrase n'a plus aucun sens. Donc, c'est soit même constante, d'accord, ou augmente ou diminue. En fait, là, il n'y a qu'un seul mot qu'on peut mettre, c'est converti. Hein. Elle est peu à peu convertie. Sinon, si on met un autre mot, la phrase n'a plus aucun sens. Elle est peu à peu convertie en qui car sa vitesse Donc là on voit que c'est énergie cinétique. Là, on a déjà utilisé énergie potentielle de position. Alors, attendez, ça on l'a déjà utilisé, ça on l'a déjà utilisé, et diminue on l'a déjà utilisé. Donc c'est bien énergie cinétique, voilà, qui augmente, d'accord, qui augmente. On voit que l'énergie cinétique dans le tableau ici, au fur et à mesure de la chute, on voit qu'elle part de 0 joule et qu'elle augmente, jusqu'à arriver à la position 6, au moment où elle touche le trampoline, où là elle est maximale, elle est égale à 1344,56. Donc car sa vitesse augmente au fur et à mesure de la chute. Voilà, donc augmente. Hop, on l'a utilisé. Donc la somme de ces deux énergies reste, du coup il ne reste plus qu'un seul, c'est constante. Reste constante. Voilà. Alors je vais m'arrêter un petit peu sur le paragraphe qu'on vient de compléter. Hein, ce paragraphe-là, parce qu'il est très important pour que vous compreniez bien la situation concernant l'énergie cinétique, l'énergie de position et comment est-ce que les deux agissent en fait. D'accord ? Donc au tout départ, lorsque la boule de bowling est tout en haut de la tour, donc lorsqu'elle se trouve à 19,6 mètres de hauteur, elle possède de l'énergie qu'on appelle énergie de position. Et elle ne possède que cette énergie-là. En fait, son énergie est maximale, et cette énergie maximale, c'est l'énergie de position à 19,6 mètres de hauteur. D'accord ? C'est ce que vous voyez dans le tableau au-dessus. L'énergie potentielle de position est égale à 1344,56, et l'énergie cinétique, elle, est égale à 0. C'est normal, la boule de bowling n'est pas encore lâchée, donc elle n'a pas encore de vitesse. La vitesse est égale à 0. Donc elle n'a pas de vitesse, elle n'a pas d'énergie cinétique. D'accord ? Donc l'énergie totale, finalement, de la boule de bowling, c'est 1344,56 joules. Hein, l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de position, en fait. La boule de bowling, son énergie totale, juste avant qu'elle ne soit lâchée, est égale à 1344,56 joules, et cette énergie totale, ce n'est que de l'énergie potentielle de position. D'accord ? Puis, lorsque Stanford lâche la boule, comme la boule est lâchée, elle va commencer à prendre de la vitesse. Vous voyez ici, lorsqu'elle est en position numéro 2, elle a une énergie cinétique de 94,24, hein, parce qu'elle prend de la vitesse justement. Plus elle chute et plus elle va vite. Donc comme elle prend de la vitesse, son énergie cinétique augmente. Mais dans le même temps, comme elle est en train de chuter, sa hauteur diminue. Donc son énergie potentielle de position diminue. Vous voyez que ici l'énergie potentielle de position est égale à 1250,32 en position 2, alors qu'elle était de 1344,56 en position 1.
Donc on voit que l'énergie potentielle de position a diminué. C'est normal, la hauteur de la boule de bowling diminue entre la position 1 et la position 2. Mais comme sa vitesse augmente, alors son énergie cinétique, elle augmente. Donc ici l'énergie cinétique diminue et l'énergie potentielle de position Ici l'énergie cinétique augmente et l'énergie potentielle de position diminue. Mais l'énergie totale de la boule de bowling, c'est-à-dire l'énergie cinétique plus l'énergie de position, elle reste la même. C'est toujours EC plus EP. Et on voit que c'est toujours égal à 1344,56 joules. D'accord? Puis en position 3, c'est la même chose. En position 3, la boule de bowling va encore plus vite, donc son énergie cinétique est encore plus grande. Mais en position 3, elle est encore moins haute qu'en position 2. Donc son énergie de position diminue. Mais son énergie totale, c'est-à-dire EC plus EP, reste la même. D'accord? Etc. etc. jusqu'à arriver au trampoline, où lorsqu'elle arrive au trampoline, son énergie cinétique est maximale, d'accord? Elle peut pas aller plus vite que ça parce que elle rencontre le trampoline et au moment où elle rencontre le trampoline, sa vitesse est maximale. Donc ici, son énergie cinétique est maximale. Par contre, son énergie de position, elle est minimale parce que sa hauteur est égale à 0. Hein, comme elle arrive au niveau du trampoline, ben, elle a une hauteur de 0. Et son énergie totale est encore la même, elle est encore égale à 1344,56. D'accord? Donc en fait, le petit texte qui est ici, c'est simplement le résumé du tableau qu'on a complété avant. Ok? L'énergie potentielle de position diminue au cours de la chute parce que la hauteur diminue et elle est peu à peu convertie en énergie cinétique qui augmente car la vitesse de la boule augmente. Mais la somme de ces deux énergies reste constante. La somme de ces deux énergies, c'est l'énergie totale, d'accord, de la boule de bowling. L'énergie totale de la boule de bowling reste toujours la même au cours de la chute. C'est simplement que on a l'énergie cinétique qui va augmenter et l'énergie de position qui va diminuer. Donc en fait, on va avoir une conversion d'énergie entre l'énergie potentielle qui va diminuer et l'énergie cinétique qui va augmenter. Mais comme l'une diminue au même taux que l'autre augmente, on a toujours la somme des deux qui reste la même, qui reste constante en fait. D'accord? Ça c'est très très important à bien comprendre ça. Hein, d'accord? Vous avez l'énergie potentielle de position qui est maximale au début, et au fur et à mesure de la chute, elle va être transformée en énergie cinétique qui elle va augmenter. D'accord? Au fur et à mesure que la boule tombe, son énergie potentielle diminue, mais son énergie cinétique augmente, car sa vitesse augmente. D'accord? Voilà, j'espère que j'ai été assez clair là-dessus. C'est quelque chose à bien comprendre. De toute façon, je vais vous remontrer des petites animations. Vous allez essayer, enfin, vous comprendrez mieux. De toute façon, même avec la question 5, après, vous comprendrez un petit peu mieux. Mais avant, on a la question 4. Donc, il faut tracer la vitesse de la boule à chacune des positions directement sur l'image. D'accord? Donc, je vais reprendre l'image. Voilà, alors j'ai repris l'activité. Donc, je vous rappelle comment est-ce qu'on représente une vitesse, enfin la vitesse d'un objet en mouvement. On la représente avec une flèche, avec un segment fléché. D'accord? Donc ce segment fléché va avoir une direction, un sens, un point d'application et bien entendu une longueur. Je rappelle que la longueur va renseigner sur la valeur de la vitesse. Hein. Allez, bah du coup c'est facile, je vais le faire rapidement ici. Donc pour tracer la vitesse en position 1, enfin pour tracer oui la vitesse, le mouvement de la boule de bowling pardon, en position 1, bah, est-ce qu'elle a une vitesse déjà? Est-ce qu'elle a un mouvement? Bah non. On voit ici que sa vitesse est égale à 0 mètres par seconde. Stanford ne l'a pas encore lâché. Donc comme elle n'a pas de mouvement, je ne vais pas tracer de segment fléché dessus. Par contre, en position 2 ici, la boule est en train de tomber. Donc si elle est en train de tomber, ça veut dire qu'elle est en train de gagner de la vitesse. Donc elle a un mouvement. D'accord? Ce mouvement-là, c'est très facile à voir. Il est simplement vertical vers le bas. Zut, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'il a changé? Rouge. Voilà, pas très vertical, voilà, d'accord. Donc ça c'est le mouvement de la boule de bowling en position 2. Puis en position 3, on voit que sa vitesse augmente. Comment est-ce qu'on voit d'ailleurs que sa vitesse augmente? Ça c'est facile à voir, on l'a déjà vu lorsqu'on a traité la leçon sur le mouvement. Lorsqu'on a une chronophotographie là, comme ça, d'un mouvement d'un objet, on peut déterminer si la vitesse de l'objet augmente ou diminue ou reste la même en regardant simplement les écarts qui séparent les photos en fait. D'accord. On voit ici que les écarts entre les photos augmentent et que les photos qui étaient prises
à intervalles de temps réguliers. Donc, comme on voit que les écarts entre les photos augmentent, alors ça indique que la vitesse de la boule de bowling ici augmente aussi. D'accord? Donc, bien entendu, en position 3, la boule de bowling va avoir une vitesse un peu plus grande que en position 2. Ah, mais à chaque fois, il me refait la même. Ça. Et... voilà. En position 4. Alors, ça bouge tout le temps. En position 4, c'est toujours la même chose. La vitesse de la boule augmente. Je fais n'importe quoi. Je n'arrive pas du tout à faire ce que je veux. Donc bien entendu, la flèche va être un petit peu plus grande. Ok, d'accord. Donc, il a planté. Voilà, il est revenu. Est-ce que j'ai toujours le retour ou pas? Ouais, c'est bon. Donc en position 4, la vitesse continue d'augmenter. Donc le segment fléché qui va représenter le mouvement de la boule de bowling sera un peu plus grand. Donc ici, bien entendu, je ne vous demandais pas de respecter une certaine échelle pour la longueur du segment fléché. D'accord? Donc vous aviez le droit de faire la longueur, de dessiner la flèche avec la longueur que vous vouliez, mais à condition bien entendu de respecter le fait que comme la vitesse augmente, la flèche doit augmenter, la longueur de la flèche doit augmenter à chaque position. D'accord? Position 5, c'est la même chose, ça augmente. Je fais un peu plus grand, comme ça, voilà, à peu près. Tac, tac, et tac, voilà. 3, 4, 5, et la sixième, bah la sixième je vais la faire beaucoup plus grande. Voilà, je vais aller jusqu'ici à peu près. Tiens, où est-ce qu'elle a bougé? Voilà. Voilà. Si on dézoome un petit peu, voilà le résultat. Donc on a bien la boule de bowling en position 1 qui n'a pas de vitesse, donc qui n'a pas de mouvement, donc on ne fait pas de flèche dessus. En position 2, la boule de bowling tombe, elle est en train de tomber, donc elle est en train de gagner de la vitesse, donc elle a un certain mouvement. Donc la flèche ici, c'est une petite flèche parce qu'elle n'a pas encore une très grande vitesse. La boule de bowling numéro 3 ici a une vitesse plus grande que celle de la 2, la 4 pareil, la 5 encore plus grande, et la 6 c'est la plus grande. Parce que la vitesse ici est maximale au moment de l'impact entre la boule de bowling et le trampoline. Voilà, d'accord? Donc ça c'était pour la question 4. Voilà. Alors maintenant on va faire la question 5. Donc question 5, je vais reprendre le document que j'avais précédemment, c'est-à-dire... non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Donc question 5 ici. Pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui se passe? Voilà. Question 5. Alors la question 5, elle n'est pas très compliquée, vous allez voir. Donc pour la question 5, vous avez plusieurs informations. Vous avez 4 graphiques. D'accord, 1, 2, 3, 4, qui sont composés de 2 colonnes chacun. Une colonne en bleu et une colonne en orange. La colonne en bleu représente l'énergie cinétique de la boule de bowling, et la colonne orange représente l'énergie de position de la boule de bowling. D'accord? Voilà. Et en plus de ça, en dessous, vous avez 4 positions différentes de la boule de bowling. Donc position 1, 5, 3 et 6.
Le but de l'exercice, ça va être de relier les graphiques à la bonne position de la boule de bowling. D'accord? Si je me concentre, par exemple, on va prendre le premier graphique, ici. Donc je vois que ce premier graphique-là représente du coup l'énergie de la boule de bowling. En bleu, l'énergie cinétique, je l'ai déjà dit, et en orange, l'énergie de position. Si on regarde bien ce graphique-là, on voit que l'énergie de la boule de bowling, l'énergie cinétique de la boule de bowling est faible, alors que l'énergie de position est élevée. Je rappelle que l'énergie cinétique est directement liée à la vitesse de la boule de bowling. Donc ici, si elle n'a pas beaucoup d'énergie cinétique, ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup de vitesse, cette boule de bowling. Et l'énergie de position est directement liée à la hauteur de la boule de bowling. D'accord? Donc là, ici, si l'énergie de position est grande, si la colonne orange est grande ici, ça veut dire que la hauteur de la boule de bowling est assez grande. D'accord? Donc ici, ce graphique-là représente la situation énergétique de la boule de bowling lorsqu'elle est assez haute et qu'elle n'a pas beaucoup de vitesse. Donc ça, lorsqu'elle est assez haute et qu'elle n'a pas beaucoup de vitesse, ça peut correspondre aux premiers instants où la boule de bowling est lâchée. D'accord? Là, elle est encore assez haute, mais elle n'a pas encore beaucoup de vitesse. Donc le premier graphique ici peut correspondre à la position peut-être 2, 3 ou 4. Mais pas la position 1, bien entendu. Parce que la position 1, elle n'est pas encore partie, la boule de bowling. Elle n'est pas encore en chute. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas encore de vitesse. Donc si elle n'a pas encore de vitesse, ça veut dire qu'elle ne devrait pas avoir d'énergie cinétique. Or là, on voit qu'elle a un petit peu d'énergie cinétique. Donc ce premier graphique-là ne peut pas correspondre à la position 1. D'accord? Donc, la position 1, c'est pas bon pour le graphique numéro 1. Est-ce que ça peut être l'inverse? Est-ce que ça peut être la position 6? Pour la position 6, la boule de bowling, elle est à la hauteur du trampoline. Enfin, elle est à la hauteur 0. Elle touche le trampoline en position 6. Et elle a une vitesse maximale. D'accord? Donc si elle a une hauteur 0, ça veut dire que son énergie potentielle doit être égale à 0. Et si elle a une vitesse maximale, ça veut dire que son énergie cinétique est maximale. D'accord? Donc voilà. Donc ça ne peut pas être la position 6 non plus. Donc il nous reste la position 5 et la position 3. Okay? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ce graphique-là, comme il y a un tout petit peu d'énergie cinétique et beaucoup d'énergie potentielle, ça peut correspondre à le début du mouvement. Donc ce serait plutôt la position 3 que la position 5. D'accord? On va le compléter tout de suite. Donc pour le début, donc on relie le graphique numéro 1 à la position 3 et puis on changera si jamais on trouve une meilleure réponse. Voilà. Ensuite pour le graphique numéro 2. Alors pour le graphique numéro 2, je vais remettre avec la couleur, voilà. Pour le graphique numéro 2, on voit que l'énergie potentielle de la boule de bowling est maximale et que l'énergie cinétique est égale à 0. Ben ça c'est facile, on l'a dit tout à l'heure. Quand l'énergie cinétique est égale à 0, ça veut dire que la vitesse est égale à 0. D'accord? Donc là ça correspond à la position numéro 1, au moment où la boule de bowling n'est pas encore lâchée, où sa vitesse est égale à 0. Donc là on n'a pas vraiment de doute, hein, d'autant plus qu'en position 1, la hauteur de la boule est maximale, elle est la plus haute. D'accord? Donc forcément l'énergie potentielle sera aussi maximale. Ok? On peut d'ailleurs se référer un petit peu ici aux graduations. On voit que l'énergie potentielle est comprise entre 1200 et 1400. Même elle est au-dessus de 1300. Hein. Si je trace un trait ici à la moitié, on voit que l'énergie potentielle est au-dessus de 1300. Et il n'y a qu'une seule position où l'énergie potentielle est au-dessus de 1300. C'est très facile. Regardez, je vais reprendre l'activité ici. Si je reprends le tableau, l'énergie potentielle de position, il n'y a qu'une seule position où elle est supérieure à 1300, c'est la première, c'est 1344,56. Après, on est en dessous de 1300, on est à 1250,32. D'accord? Donc là, c'est une deuxième confirmation que ce graphique-là correspond bien à la position numéro 1. D'accord? Donc position numéro 1 pour le graphique numéro 2. Ensuite, pour le graphique numéro 3, on voit que l'énergie potentielle de position, ici en orange, est égale à l'énergie cinétique en bleu. D'accord? Toujours, je reprends mon petit tableau ici. Quelle est la position dans le tableau qui correspond à une énergie cinétique égale à l'énergie potentielle de position?
Donc là, on voit que les deux ne sont pas égaux, on voit que les deux, pardon, égales, on voit que ces deux énergies-là ne sont pas égales non plus, celle-là non plus, mais par contre celle-là, oui. Hein, on voit que pour la position numéro 5, hop, voilà, l'énergie cinétique est égale à 672,28, l'énergie de position est égale à 672,28. Ok. Donc là, on a bien la position 5 qui correspond au graphique numéro 3. Donc graphique numéro 3, position 5. Et enfin, il ne nous reste qu'un seul graphique où on voit que l'énergie cinétique est maximale et l'énergie potentielle de position est minimale. D'accord. L'énergie potentielle de position est égale à 0, l'énergie cinétique est au-dessus de 1300. Donc là, de toute façon, on n'a plus qu'un seul choix, ça correspond à la position 6. Bien entendu, position 6 où la boule de bowling atterrit sur le trampoline à une vitesse de 19,6 mètres par seconde, donc la vitesse maximale. Ok. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette activité. Juste avant d'écrire les notions à retenir, je vais vous montrer une petite animation quand même. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Pour résumer un petit peu tout ça, hein, d'accord. Alors, donc pour vous illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de voir, j'ai un bonhomme ici sur un skate, d'accord, et je vais le mettre sur la rampe ici, d'accord. Donc bien entendu, lorsque je vais le lâcher, il va tomber et il va rouler sur la rampe. Je vais mettre j'ai oublié de mettre le graphique. Voilà. Donc là, vous avez le graphique qui correspond justement à l'énergie du skater. D'accord. Donc en jaune à droite ici, vous avez l'énergie totale. L'énergie totale, je vous le répète, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de position. Et ici, en vert et en bleu, vous avez du coup l'énergie cinétique. Alors il est écrit, c'est en anglais, donc c'est kinétique pour l'énergie cinétique et potentielle pour énergie potentielle de position. Donc on voit, si je vais faire hop, une pause, tac. Lorsqu'il est tout en haut de la rampe, on voit que l'énergie potentielle de position est maximale et que l'énergie cinétique est égale à 0. Forcément, lorsqu'il est tout en haut de la rampe, sa vitesse est égale à 0, hein, lorsqu'il est tout en haut, d'accord. Mais par contre, il a une hauteur maximale. Donc si son énergie cinétique, si son vitesse est égale à 0 et que son énergie et que sa hauteur est maximale, alors on n'a que de l'énergie potentielle en bleu, d'accord. Et bien entendu, elle est égale à l'énergie totale. Maintenant, si je... hop, tac, voilà. Si je m'arrête à peu près au milieu de la rampe, même un peu plus bas que le milieu, on voit ici que l'énergie potentielle de position a été transformée, une partie de cette énergie-là en bleu a été transformée en énergie verte, en énergie cinétique. D'accord. Comme il la gagne de la vitesse en descendant, il va gagner de l'énergie cinétique. Mais comme il descend, il va perdre de la hauteur, donc il va perdre de l'énergie potentielle. En fait, il ne la perd pas vraiment, c'est juste que l'énergie potentielle va être transformée en énergie cinétique. Et si je fais la somme des deux, si je fais la somme de la verte plus de la bleue, ben je trouve toujours le même total. L'énergie totale, elle est conservée, elle reste toujours constante. Je continue. Hop, quand j'arrive ici, en bas de la rampe, ma hauteur est égale à 0. Donc je n'ai pas d'énergie potentielle, donc je n'ai pas de barre bleue ici, mais par contre ma vitesse est maximale. Quand j'arrive tout en bas, ma vitesse est maximale. Donc l'énergie cinétique ici en vert est maximale. Et j'ai toujours le total des deux énergies ici. Et après je reprends, et hop, quand je suis tout en haut, mon énergie, c'est mon énergie potentielle de position qui est maximale, et mon énergie cinétique qui est minimale, etc., etc. Donc au cours du mouvement, vous avez une transformation de l'énergie potentielle de position en énergie cinétique et de l'énergie cinétique qui se transforme en énergie potentielle de position lorsqu'il remonte. D'accord. Donc en fait vous avez une balance à chaque fois, comme ça, entre les deux énergies, potentielle et position. Mais si on fait la somme des deux à chaque instant, à n'importe quel instant, on retrouve toujours la même énergie. L'énergie totale ici en jaune. Celle-là, elle ne bouge pas. Alors elle ne bouge pas quand on est ici par exemple sur une animation où on va négliger les frottements. Vous savez bien que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Si vous démarrez d'une rampe tout en haut, vous avez une rampe qui est comme ça bien entendu, vous n'allez pas remonter à la même hauteur en face de la même rampe. D'accord, hein. Au fur et à mesure que vous allez descendre, remonter, descendre, remonter, descendre, remonter, vous allez perdre de la vitesse au fur et à mesure et vous allez vous arrêter en bas. En fait, dans la vraie vie, ça ressemblerait plutôt à ça. Hop, je mets en haut. Voilà, au fur et à mesure de son mouvement, il va perdre de la vitesse, il va perdre de la hauteur, en fait il va perdre de l'énergie, et il va finir par s'arrêter tout en bas, d'accord.
C'est plutôt ça dans la vraie vie, ce qui se passe. Alors pourquoi est-ce qu'on observe ça? Mais en réalité, c'est à cause des frottements. Les roues vont frotter contre la rampe, et même dans les roues, vous savez, vous avez des roulements à billes pour faciliter justement la rotation des roues. Et ben, ces roulements à billes frottent aussi en fait. Et donc, le fait qu'il y ait des frottements, ça va faire perdre de l'énergie au skater en fait. L'énergie du skater, donc l'énergie totale, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, vont être transformées en énergie thermique à cause des frottements. C'est la quatrième barre ici, pardon, que vous voyez en orange là. Thermale, c'est l'énergie thermique en fait. Si je reprends ici, vous voyez que, alors, avant que je le lâche, l'énergie du skater, ce n'est que de l'énergie potentielle de position, c'est la barre bleue. Puis au fur et à mesure que je lâche, c'est transformé en énergie cinétique, mais c'est aussi transformé en énergie thermique, parce que ça frotte. Donc vous voyez que l'énergie thermique augmente au fur et à mesure du mouvement, tout simplement parce que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle vont être transformées en énergie thermique. Donc voilà, donc c'est pas si simple que ça dans la vraie vie. Là, ce qu'on a étudié jusqu'à présent, c'est sans frottement. Bien entendu, si je reviens ici avec mon activité sur la boule de bowling, la boule de bowling, lorsqu'elle tombe, elle va aussi frotter. Et elle va frotter contre quoi, pardon? Elle va frotter contre l'air. Hein. C'est comme quand vous mettez votre bras à l'extérieur de la voiture quand elle roule, l'air va vous pousser le bras en fait. Il y a un frottement entre votre bras et l'air. Ben, c'est pareil pour la boule de bowling. Au fur et à mesure qu'elle va gagner de la vitesse, et elle va frotter de plus en plus fort contre l'air, et du coup elle va perdre de l'énergie en frottant contre l'air qui va être transformé en énergie thermique. D'accord? C'est un peu compliqué ça à bien visualiser, à bien comprendre. En réalité, dans la vraie vie, il y a des frottements aussi qui rentrent en jeu. L'air, dans la situation qu'on a vue ici, le frottement de l'air est négligeable. On peut le négliger dans l'activité qu'on a faite ici. D'accord? Mais par contre, dans la petite animation avec le skater ici, on ne peut pas vraiment la négliger, cette force de frottement. D'ailleurs, vous avez aussi le frottement avec l'air. Hein. Là, j'ai parlé des frottements avec les roues et la rampe, mais vous avez aussi le frottement de l'air, hein, d'accord, qui va vous freiner. Voilà. Donc, on va reprendre un petit peu la leçon pour essayer de synthétiser tout ça. Donc, si on devait retenir quelque chose, notion importante à retenir. Donc l'énergie potentielle d'opposition, c'est une forme d'énergie que possède tout corps du fait de son altitude, de sa hauteur. Donc elle est notée EP et nous pouvons la calculer grâce à la formule suivante. EP pour énergie potentielle est égal à la M fois G fois H. Donc la masse de l'objet en kilogrammes fois l'intensité de pesanteur, donc la gravité de la planète sur laquelle on se trouve, fois la hauteur de l'objet. D'accord? Et ça nous donne du coup une énergie potentielle de position en joules. On appelle l'énergie mécanique d'un objet la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de position. Hein, l'énergie mécanique, en fait, c'est l'énergie totale de l'objet en mouvement. Hein. Je ne l'ai pas dit dans l'activité, je ne l'ai pas nommé énergie mécanique, j'ai simplement dit que c'était l'énergie totale. Donc on appelle l'énergie mécanique la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de position. Donc au cours du mouvement d'un objet et en l'absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve. On a énergie mécanique EM qui est égale à EC plus EP. Et elle reste constante. Comme on l'a vu partout en fait. Hein. Ici, voilà, on a l'énergie mécanique ici, qui vaut toujours 1344,56, quelle que soit la position de la boule de bowling. L'énergie mécanique, qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de position, elle reste constante au cours du mouvement. Si on néglige les frottements, bien entendu. Enfin, si on prend en compte aussi l'énergie thermique, l'énergie mécanique reste constante de toute manière. Donc vous avez ici la petite image qui vous récapitule un petit peu l'animation que je vous ai passée. Donc on démarre en haut à gauche avec le skater. Donc si on néglige les frottements, il n'y a que deux types d'énergie qui entrent en jeu, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc on voit ici que avant qu'il ne fasse son mouvement, avant qu'il ne démarre, son énergie totale est égale en fait à l'énergie potentielle de position due à sa hauteur. Puis lorsqu'il démarre, on voit que son énergie potentielle de position diminue, en fait elle est transformée en énergie cinétique, en vert ici, donc du fait de sa vitesse. Hein. Puis, ici en troisième position, on voit que l'énergie potentielle et l'énergie cinétique sont égales. Ici, en position 4, on a l'énergie cinétique maximale, parce que la vitesse du bonhomme est maximale, et on n'a plus d'énergie potentielle, parce que la hauteur du bonhomme est égale à 0.
puis après c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que la vitesse ici, il va la perdre en remontant, et par contre il va gagner de la hauteur. Donc on a l'énergie cinétique qui était maximale ici, qui va se transformer en énergie potentielle, et voilà. Et au fur et à mesure qu'il remonte, ce sera toujours la même chose, l'énergie cinétique va se transformer en énergie potentielle jusqu'à ce que l'énergie cinétique revienne à zéro, et que l'énergie potentielle redevienne maximale. Et l'énergie mécanique, la barre rouge, vous voyez qu'à chaque fois elle est constante, elle vaut toujours le maximum d'énergie. C'est en fait, je répète, l'énergie mécanique, EM ici, c'est l'énergie totale de l'objet en mouvement, c'est-à-dire énergie cinétique plus énergie potentielle. Voilà. Donc dans la réalité, l'énergie mécanique de l'objet en mouvement est convertie en énergie thermique en raison des frottements. Au cours de son mouvement, le skater perd de l'énergie sous forme de chaleur et finit par s'arrêter. D'accord. Donc voilà un petit peu le graphique avec, en prenant en compte les frottements. Donc vous rajoutez une barre pour les frottements. Et vous voyez qu'au fur et à mesure du mouvement, l'énergie mécanique diminue et est convertie en énergie thermique. Voilà, à cause des frottements. Bien entendu, là, je sors un petit peu du programme de troisième pour aller au programme de seconde. Les situations dans les exercices que vous aurez ne prendront pas en compte les frottements. Hein, d'accord. On sera toujours dans une situation où on va négliger les frottements et donc il n'y aura pas cette barre d'énergie thermique. On n'aura que la barre d'énergie cinétique, la barre d'énergie potentielle et la barre d'énergie mécanique, donc l'énergie totale. D'accord. Voilà. Donc c'est tout pour la leçon. Donc bien entendu je vous mettrai tout ça sur Pronote, il n'y a pas de problème. Vous pouvez réécrire les notions importantes à retenir dans votre cahier. Et normalement ces images là vous les aurez aussi dans le cours sur Pronote. Voilà. Avant de se quitter, je vais vous donner quelques petits exercices à faire. Il y en a 3, ils ne sont pas très compliqués. Je vous les présente rapidement. Donc premier exercice, vous avez un coureur, voilà, qui fait une course avec un circuit qui a du dénivelé. D'accord. Donc il faut classer dans l'ordre croissant les énergies potentielles de position du coureur entre les points A et G. D'accord. Donc vous avez le point A est ici et le point G est à l'arrivée, il est ici. Donc en gros, juste ce que je vous demande de faire, c'est tout simplement ce qui est écrit dans les consignes, c'est-à-dire classer dans l'ordre croissant les énergies potentielles de position du coureur. D'accord. Donc par exemple, vous pouvez écrire EPA pour énergie potentielle à la position A, EPB pour l'énergie potentielle à la position B, EPC pour la position C, etc., etc. Et vous les classez par ordre croissant. D'accord. Voilà. Avec, vous faites avec les signes plus grands ou plus petits qu'eux. D'accord. Ensuite, exercice suivant. Donc, on a un skieur, puis du freeride. Donc les skieurs de freeride franchissent des barres rocheuses. Donc petit A, comment varie l'altitude du skieur au cours de sa chute? Et comment aussi varie sa vitesse? Donc facile ça. Petit B, déduisant l'évolution des énergies de position cinétique et mécanique du skieur. Ça aussi c'est pas très compliqué. Petit C, sur les figures suivantes, associe à chaque couleur la forme d'énergie qu'elle représente lors de sa chute. Donc là vous avez les barres, comme ce qu'on a vu, mais on ne vous dit pas quelle est la couleur qui correspond à l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Donc ça c'est à vous de déterminer. Est-ce que le rose ici, le départ, donc le départ c'est sûrement dans les premières positions ici, hein, d'accord. Le départ c'est dans les premières positions. Donc au départ, le rose ici, est-ce que ça correspond à l'énergie cinétique ou à l'énergie potentielle de position ou à l'énergie mécanique? Pareil pour le vert ici, la barre verte, est-ce qu'elle correspond à l'énergie potentielle de position, l'énergie cinétique ou l'énergie mécanique? Et pareil pour la barre bleue. Et vous faites la même chose à l'arrivée. Donc l'arrivée c'est dans les dernières positions ici. D'accord. Voilà. Et enfin, l'exercice 21, le dernier exercice, c'est une petite tâche complexe. Donc je vais lire rapidement et je vais vous expliquer un petit peu différemment parce que je trouve que c'est pas très bien. Enfin, c'est clair, mais on pourrait le dire de manière plus claire. Donc vous avez une situation ici où vous avez une voiture qui tombe d'un immeuble de 10 mètres de hauteur. Et vous avez une deuxième situation où vous avez une voiture qui fonce à 50 km/h dans un mur. Donc en exploitant les documents ci-dessous et en faisant appel à tes connaissances, vérifie la validité de la comparaison proposée par la sécurité routière. Donc en gros on vous dit que faire tomber une voiture d'une hauteur de 10 mètres, c'est la même chose
que faire rentrer une voiture dans un mur à 50 km/h. Donc ça, il faut dire si c'est la même situation. Enfin, c'est pas la même situation, mais il faut dire si les conséquences sont les mêmes pour la voiture et pour les gens qui sont dedans. Est-ce que c'est équivalent, en gros? D'accord? Donc document 1, sécurité routière. Pour illustrer les conséquences dramatiques d'un accident, un choc frontal de 50 km/h contre un obstacle fixe est comparé à une chute du haut d'un immeuble de 10 mètres. Document 2, chute libre et énergie. Au cours d'une chute libre, si on néglige les frottements de l'air, l'énergie potentielle de position se convertit totalement en énergie cinétique. C'est ce qu'on a vu. L'énergie mécanique se conserve. Ça aussi on l'a vu. Et enfin, document 3, l'énergie potentielle de position. On donne simplement la formule ici, EP égale à m fois g fois h. D'accord? Donc simplement avec des réflexions et peut-être même des calculs d'énergie, donc énergie cinétique et énergie potentielle, il faut que vous disiez si les deux situations-là sont équivalentes pour le conducteur qui est à l'intérieur de la voiture, ou même pour la voiture tout court. D'accord? Voilà. Très bien, allez, donc je vous laisse faire ça pour la semaine prochaine. Travaillez bien. Et puis voilà, on corrigera ça la semaine prochaine. Allez, bonne semaine.